Alors, bonjour à tous et puis bienvenue à ce webinaire au sein de l'IOB ce soir. Donc, je vous remercie tous les participants d'être avec nous à distance ce soir pour un moment de partage et d'échange autour de l'ostéopathie principalement, du métier, de notre formation au sein de l'IOB, donc l'Institut d'ostéopathie de Bordeaux. Donc, pour vous présenter les choses ce soir, je suis accompagnée donc, de Monsieur Lancelin, Monsieur Paul Lancelin, qui est ce soir en sa qualité de directeur des études, enseignant et ostéopathe. Je laisserai mes invités se présenter par eux-mêmes dans quelques instants. Lisa Marie, qui est étudiante en troisième année, et Mathilde, qui est étudiante en cinquième année. Avant qu'on commence et qu'on aille plus loin, je vais juste demander à tous les participants si vous voulez bien couper vos micros pour voilà, le bon déroulement de la présentation et qu'il n'y ait pas de perturbations sonores à ce niveau-là. Donc l'objectif ce soir de ce webinaire, c'est vraiment de vous présenter le métier en tant que tel, son cadre légal, son fonctionnement, ses débouchés, et puis bien sûr notre formation, son organisation au sein du cursus en 5 ans. À la fin de la présentation, vous aurez l'opportunité de poser toutes vos questions aussi via le chat. Donc vous pouvez les écrire tout au long de la présentation et on prendra le temps d'y répondre une par une à la fin. Donc pour commencer, je vais laisser la parole peut-être à mes invités. Paul, si tu veux commencer et te présenter. Merci Marie. Donc effectivement, je suis Monsieur Lancelin, ostéopathe DO depuis 2017, issu de la première formation de l'IOB en 2012. Actuellement, depuis septembre, directeur des études au sein de cet institut, où je coordonne l'enseignement via mes enseignants, et puis bien sûr, je m'assure à ce que le décret soit bien appliqué. On va y revenir aujourd'hui. Et puis également enseignant. Vous verrez effectivement que je m'attache aussi à donner des heures de cours au sein de l'école. Et tout ceci, bien sûr, on aura le temps ce soir d'en rediscuter. Merci Paul. Lisa Marie, je te laisse la parole. Donc je me présente, je m'appelle Lisa Marie, actuellement étudiante en troisième année au sein d'IOB. À la base, je ne suis pas de Bordeaux, je suis de la commune de Limoges et ça va faire 3 ans que je suis installée ici. Très bien. Et Mathilde, pour finir. Alors moi je suis en cinquième année du coup d'ostéopathie et dernière année. Je viens de Bordeaux, donc ça m'a pas trop changé. Et voilà, je finis dans quelques mois mes études. Super, je vous remercie à tous les trois en tout cas d'être avec nous ce soir. Donc vous voyez trois profils d'invités différents, ce qui va nous permettre de mettre en lumière différents sujets ce soir. Pour commencer, je vous propose qu'on revienne un peu sur ce que c'est que l'ostéopathie véritablement. Et pour ça, Paul, en ta qualité d'ostéopathe, je vais te laisser présenter peut-être un petit peu le fonctionnement de cette ostéopathie et ce que ça représente. Avec plaisir. Nous, de ce qu'on entend le plus souvent, ce qui motive les gens à devenir ostéopathe, c'est cette vision dite holistique, globale de votre patient. On a bien compris que finalement, aujourd'hui, le fait de traiter un patient dans sa globalité a mené à chercher constamment la cause. La cause qui a des répercussions effectivement sur le corps et la santé. Vous êtes conscient que finalement, pour garantir votre santé, il faut être amené à identifier les éléments qui dysfonctionnent dans votre corps. Ça vaut pour des os, ça vaut pour des articulations, mais ça vaut aussi pour des vaisseaux. Ça veut dire que la circulation de votre sang a tout autant d'importance que finalement la mobilité de vos articulations en soi. Une chose aussi que l'on entend, c'est finalement moi je veux devenir ostéopathe parce que je sais que je vais manipuler justement ces os, ces articulations, mais ce ne sont pas les seuls éléments que vous allez prendre en compte. Il y a également toute la partie neurologique, tous vos nerfs et tous vos viscères. Aussi bien les viscères au niveau du ventre qu'au niveau du cou, par exemple. Et tout ceci va vous amener à considérer votre patient, à considérer l'individu dans son intégralité. Alors, cette vision dite globale, elle provient, si vous voulez, de l'observation d'un homme. C'était Dr. Steele, qui est aux États-Unis. On est à ce moment-là au 19e siècle. Et puis, il fait l'observation, finalement, chez ses patients, que les gens deviennent malades, soit par des infections, ils ont du mal à avoir leur système immunitaire sain, si vous voulez. Et donc, il se pose la question, mais comment se fait-il que des individus, finalement, tombent malades et que d'autres non ? Est-ce qu'il y a à l'intérieur d'eux-mêmes des dysfonctions qui amènent les organes à ne pas pouvoir se défendre ? Alors, il va faire des dissections, il va être médecin de guerre, il va suivre des opérations chirurgicales. Et le constat, après des centaines d'observations, c'est que chacun des organes n'est pas laissé au hasard dans votre corps, si vous savez.
Et lorsqu'il observe finalement la place de l'organe, il considère que chacune des structures a sa propre mobilité, a son propre fonctionnement, et que si je veux assurer le fonctionnement de ces organes, il faut garantir leur mobilité. Il faut garantir leur emplacement, si vous souhaitez. Mais à côté de ça, il se refuse d'utiliser ce qu'on appelait à l'époque des drogues, ce qu'on appelle aujourd'hui des médicaments, des anti-inflammatoires, des antalgiques, de l'opium à l'époque. Donc il se dit, pour ne pas rendre dépendants les patients à l'opium, eh bien je vais trouver une alternative, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on parle de médecine alternative et complémentaire. Je vais trouver une alternative avec les mains. Je suis persuadé qu'en ajustant les pièces osseuses, en ajustant ces organes, je vais pouvoir assurer la fonction et donc la santé. Il commence à expérimenter chez les patients, justement. Ça vaut pour un dos, puis ça vaut pour des hanches, ça vaut pour des genoux, etc. Et le succès fait que le bouche à oreille marche, effectivement, qu'il se décide de créer une école. Dans ce cas-là, on est en 1892. Il crée une école aux États-Unis et il va aboutir très vite à des centaines d'élèves qui eux-mêmes vont devenir enseignants dans son école. Et ces enseignants qui deviennent justement ostéopathes, eh bien, vont s'exporter, si je puis dire, des États-Unis jusqu'en Europe. Et là, c'est intéressant de voir comment nous, finalement, en France, on est arrivé à cette formation ici, qui est bien réglementée, on va le voir juste après. Alors, ces anciens élèves, quand ils arrivent en Grande-Bretagne, ils forment aussi des ostéopathes anglais. Et puis nous voilà dans les années 50, 60 en France, brièvement ici, on a des gens qui s'intéressent de plus en plus à cette médecine alternative, à cette ostéopathie, et donc ils vont se former auprès des Anglais, pour ensuite monter des formations. On est années 50, 60. Ça passe un petit peu mal auprès de la médecine allopathique à ce moment-là, qui se dit, ben non, finalement, pour être ostéopathe, il faut être médecin. Il faudra attendre les années 2000. 2000, on a cette opportunité finalement en Europe, où l'OMS nous dit que l'ostéopathie est bien reconnue comme médecine alternative. Et donc depuis cette année 2000, 2002, où le titre, où la profession est reconnue en France, eh bien on arrive à un cadre réglementaire ici. Ce qui nous permet finalement aujourd'hui, c'est ce que je fais moi, d'obtenir un diplôme et un titre permettant finalement de jouir de ces compétences-là. Alors, ce qui est important aussi à souligner là, c'est que au-delà de cette historique, on part des États-Unis, on arrive en Europe, on développe la réglementation. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un ostéopathe est avant tout un praticien de première intention. Alors, qu'est-ce que ça veut dire justement ça ? Ce terme de praticien de première intention, au début, on a du mal à le comprendre. Ça veut dire tout simplement que le patient peut venir vous voir sans forcément passer par une prescription médicale. Et les étudiantes qui sont là, de 5e et de 3e année, commencent à le comprendre, surtout quand elles intègrent cette clinique, elles commencent à comprendre qu'on a cette responsabilité de pouvoir à la fois poser un diagnostic ostéopathique, le fameux diagnostic, n'ayons pas peur de ce terme-là, mais un terme aussi en amont qui est ce qu'on appelle le diagnostic d'opportunité. Et ça prend du sens à l'IOB d'enseigner à la fois votre anatomie, votre physiologie, mais aussi d'enseigner les matières dites médicales. Et ces matières médicales, justement, elles vous permettent de renvoyer le patient, si nécessaire, vers un médecin. Et donc, cette faculté à réorienter le patient ou non fait de vous un praticien de première intention. Donc, ce cadre légal qui est bien mis en place en France, au-delà, on va y venir aussi sur les heures de cours, sur la formation, les matières et débouchés. Depuis 2007, c'est bien encadré par l'État. Donc, non, effectivement, n'importe qui ne peut pas devenir ostéopathe. Ça passe par une sélection, ça passe par une formation. C'est bien réglementé, tout en gardant en tête, si vous me permettez ce soir, tout le long de votre formation ici à l'IOB, de maintenir en tête cette réflexion ostéopathique. Et c'est important, effectivement, de bien distinguer les différents métiers autour de la santé. L'ostéopathe est un métier à part entière, avec son contenu, avec ses outils, avec sa thérapeutique manuelle, avec sa façon de voir le patient, avec la façon de raisonner, si vous souhaitez, d'un point de vue de la santé.
effectivement, mais je pense que c'est on ne peut plus clair. Merci Paul pour ces Avec éléments de définition, et je pense qu'on comprend bien dans ce que tu as pu présenter que déjà l'ostéopathe ne fait pas partie du paramédical comme on peut l'entendre parfois, mais vraiment est un acteur du domaine de la santé avec une responsabilité vis-à-vis de ses patients, et n'est pas un simple technicien, hein, on en parle souvent, mais est réellement un clinicien, d'où l'importance de cette notion de diagnostic qu'on a bien mise en avant, effectivement. D'un point de vue peut-être plus étudiant maintenant, Mathilde, toi tu es en 5e année, donc ça fait 5 ans que tu étudies désormais l'ostéopathie, et peut-être que tu peux nous dire en quoi ta vision justement de l'ostéopathie a pu évoluer et grandir par rapport à cette, même avant que tu rentres en première année, et aujourd'hui avec tes mots nous parler de ça. C'est vrai qu'avant d'arriver à l'école, j'avais vraiment l'envie de prendre en charge des patients, comme du coup vous l'avez dit, avec nos mains, de vraiment d'avoir un point de vue global sur l'individu, pas se spécialiser dans un organe, dans une viscère ou quoi. Et c'est vrai que là, avec les cours qu'on a eus, qui sont très diversifiés, on a fait de la physiologie, de l'anatomie, de tout le corps humain, de la sémiologie aussi, pour comprendre toutes les pathologies médicales. Et c'est vrai que l'entrée en clinique, depuis la 3e année, donc ça fait bientôt 3 ans qu'on y est, nous apprend en fait à mettre tout ça en œuvre. Et c'est vrai que ça justifie bien le fait que... on a vraiment un point de vue global en fait de l'individu, tout en prenant en compte que s'il y a une pathologie, il faut pouvoir en fait le réorienter chez le médecin. Donc ça c'est important à garder en tête, mais il faut aussi savoir qu'on a quand même un rôle de première intention, comme vous le disiez, sur certaines pathologies ou même sur certaines douleurs qu'on peut en fait traiter, enfin pas traiter mais diminuer, on va dire, aider le patient à vivre avec. Effectivement. Donc voilà. Très bien, je te remercie Mathilde, effectivement sur cette notion de complémentarité aussi qui est extrêmement importante également. Paul, on va revenir un petit peu sur ton parcours. Tu l'as dit en te présentant, tu as été toi-même formé à l'IOB. Tout à fait. Il y a maintenant plus de 5 ans. Tu fais partie de la première promotion même de l'école. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton parcours, ta formation et ce qui t'a amené aujourd'hui à pratiquer, à avoir toutes ces casquettes professionnelles, si je puis dire? Oui, bien sûr. C'est vrai qu'avant cette formation, si je puis dire, j'ai fait 5 ans en faculté de sport, en STAPS, à Tarbes. Et puis, en tant que sportif, ça m'a amené à, quelque part, découvrir l'ostéopathie, chose que je ne connaissais pas effectivement avant. Aujourd'hui, c'est démocratisé. On entend des jeunes vouloir devenir ostéopathe, chez des stagiaires qui sont en 3e. Mais à l'époque, beaucoup moins. Donc, si vous voulez, après le STAPS, très vite, je me suis dit, moi-même, allant chez l'ostéopathe et voyant les effets sur moi, ça m'a intéressé. J'ai été curieux. Et donc, me voilà en 2012, en intégrant, sans connaître l'école, puisque c'est la création de l'IOB à ce moment-là, mais je prends le pari de repartir sur un cycle de 5 ans. Et donc, au fur et à mesure de l'enseignement, je développe, ce qu'on a dit, les acquis en anatomie, physiologie. Je comprends qu'on doit avoir un haut niveau de connaissances médicales également. Je comprends aussi qu'il faut préparer son insertion professionnelle et ses débouchés, tout ça, on l'entend. Ce qui m'amène finalement en 2017 à être diplômé avec quand même cette fibre pour l'enseignement. Je ne vous cache pas que le fait d'être investi dans sa propre formation m'a poussé à vouloir aussi transmettre cette passion, à vouloir transmettre ce que j'avais appris, mes erreurs, ce que j'avais compris effectivement de mes cours et le transmettre à des gens plus jeunes que moi. Je pense qu'il faut le voir, si vous me permettez, un peu comme un héritage. Ce qu'on m'a enseigné, il ne faut pas le perdre, il ne faut pas que ça se dilue. Donc je me suis dit, je sais qu'à l'IOB, l'avantage de cette école, c'est que dès le début, elle offre cette possibilité de faire ce qu'on appelle de l'assistanat. Donc durant 5 années, on est assistant de formation. Ça veut dire qu'on commence avec un autre enseignant à préparer des cours, des séquences de cours, à les animer, à superviser de la formation pratique clinique, etc. Et tout ceci finalement m'a amené, certainement grâce à une rigueur que je mets en place dans les cours, m'a amené progressivement à apprendre d'autres fonctions en toute humilité, ce qui fait qu'aujourd'hui, le passage de l'étudiant à l'ostéopathe diplômé et à l'assistant de formation, l'IOB m'a aussi finalement offert cette opportunité de devenir directeur des études. Alors ce poste,
Il m'est cher parce que je vous dis depuis 2012, 2023, un peu plus de 10 ans maintenant, où je suis sur un poste qui me permet de prendre du recul sur l'enseignement qui est prodigué et la rigueur que moi je peux mettre dans mon cabinet, cette rigueur que j'ai pu avoir moi-même dans ma propre formation et dans mes révisions, eh bien je la supervise avec mes enseignants et mes étudiants aussi le savent, je pense qu'elles sont là aussi, elles comprennent finalement l'intérêt d'être exigeant dans sa propre formation si on veut, in fine, pouvoir jouir pleinement de son diplôme. On va y venir certainement aussi, mais voilà ce qui m'a amené de l'étudiant stapsien, comme on dit, chez nous, à l'ostéopathe déo que je suis aujourd'hui. Ce que j'allais dire, alors au-delà de toutes ces missions pédagogiques, Oui. tu as aussi ton cabinet et tu exerces voilà, dans la région de Pau. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce quotidien de professionnel finalement, de tes consultations, de ta patientèle et des pathologies que tu peux traiter? Là aussi, ce qui est fabuleux avec ce métier, c'est que vous ne ferez jamais la même chose. C'est pour ça que vous avez tout un tas de nombre d'heures qui vont vous permettre justement de le démontrer ça. Vous allez aussi bien avoir des enseignements pratiques sur l'adulte, homme, femme, la femme enceinte, l'enfant, etc. Pourquoi? Parce que je suis amené moi-même à traiter ces patients-là. Le plus souvent, c'est un peu à l'instar où on pense que l'ostéopathe, c'est pour les os, les articulations, etc. Eh bien non, c'est réducteur. De penser que vous ne traiterez que des adultes, c'est réducteur aussi. L'avantage que l'on a, c'est que du matin au soir, ça nous permet de recevoir des patients, aussi bien avec des troubles dits musculo-squelettiques, ces douleurs de dos, de jambes, de bras, la nuque, je pense que certains ici ce soir effectivement souffrent de ça, c'est le mal du siècle, c'est ce qu'on dit. Mais le mal de dos, finalement, une fois sur trois, n'est que le reflet d'un déséquilibre interne. Ça, c'est intéressant aussi pour vous, je pense. Ça veut dire que prendre en charge un patient ne s'arrête pas finalement à manipuler uniquement des os, comme on l'a dit au tout début. Vous allez devoir porter un diagnostic et traiter également des dysfonctions viscérales. Alors ça vaut pour un système digestif, urinaire, gynécologique même. La femme. Alors, je crois qu'on est bien entouré effectivement ce soir, mais j'en profite. La santé de la femme est pour moi un élément prédominant aujourd'hui. C'est-à-dire que tous les acteurs de santé qui s'attellent à se former et performer dans le soin chez la femme, pour moi, c'est le bon axe aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'on est encore sur une vision très archaïque de douleurs, de règles, de douleurs de bas de dos, d'endométriose par exemple. Eh bien ça, si vous voulez, toutes ces femmes qui vont venir vous voir pour avoir un soulagement de douleur, entre autres, vous allez y trouver votre place. Santé de la femme. Qui dit santé de la femme, dans cette continuité, dans cette logique de la santé, eh bien c'est garantir potentiellement un futur bébé. Ça veut dire que garantir un système gynécologique en bonne santé, c'est garantir une future grossesse potentielle en bonne santé. Et donc, d'un point de vue intra-utérin, si je puis dire, vous garantissez également le bon fonctionnement des organes du petit. L'accouchement qui en découle après va certainement nécessiter un examen approfondi du crâne du petit. Et ça, c'est fabuleux, parce que finalement, pour certains, l'accouchement étant le premier traumatisme de votre vie, comme de la mienne. C'est-à-dire que le passage du crâne, effectivement, dans la filière gynéco, c'est que vous allez avoir des dysfonctions au niveau du crâne. Alors, si vous admettez l'idée qu'un dos est articulé par des articulations, on admet l'idée que ce crâne est articulé aussi par des os. Et donc, quand vous poserez les mains sur un crâne, vous allez également ressentir de la micromobilité. Alors, ça vaut pour des troubles ORL, puisque un petit qui est en souffrance avec des dysfonctions crâniennes à l'âge de 5 jours peut développer des infections ORL, par exemple sur des otites à répétition, des troubles occlusaux également. Là, je vous cite 2 exemples, on n'a pas le temps de développer, mais l'ORL et l'occlusion font partie, là aussi, des motifs que l'on rencontre au cabinet. Alors, à l'IOB, on va vous demander finalement d'être bon aussi bien en ORL que en dentaire, que pour traiter effectivement une dysménorrhée qui sont des douleurs liées aux règles, par exemple.
Merci Paul, c'est passionnant effectivement J'essaie d'entendre tout ça, mais je trouve on comprend bien, on entend bien dans ces mots la diversité Oui. et le périmètre extrêmement large du champ d'action de l'ostéopathe finalement, et la pluralité aussi des débouchés de la profession finalement. Ok, profession libérale soit, Oui. mais avec une ampleur finalement dans son champ d'action qui est énorme. Justement, toi Mathilde, tu vas bientôt terminer ta formation, dans quelques mois tu seras diplômée. Est-ce que tu as pu réfléchir justement à ces pistes d'installation professionnelle et ce que tu voudrais faire de ton métier? Oui, forcément, c'est vrai qu'on a un métier qui nous permet de ne pas rester dans une ville fixe. C'est ce que je trouve intéressant. On peut commencer aussi par faire des remplacements, de l'assistanat, donc être avec d'autres ostéopathes qui nous permet d'acquérir plus d'expérience, mais aussi de découvrir de nouvelles villes en France, notamment pour après, plus tard, installer son cabinet, avoir sa patientèle, suivre sa patientèle, et c'est ça que je trouve intéressant. Et moi, je pense plutôt partir là-dessus, essayer de trouver en effet la ville qui pourrait me convenir, le mode de vie aussi qui pourrait me convenir, parce que c'est quand même important. C'est important de faire un travail qui nous passionne, mais c'est aussi important, je pense, d'être dans une ville qu'on apprécie. Donc voilà, c'est ça aussi qui est intéressant dans notre métier, je pense, c'est que on peut être livré à partir n'importe où en France et puis découvrir plein de choses, quoi. Ouais, puis effectivement, comme tu le dis, l'intérêt aussi de commencer par des remplacements peut-être, c'est de pouvoir continuer à acquérir de l'expérience. C'est vrai que 5 ans de formation, c'est dense, mais finalement, c'est des métiers où on apprend tous les jours. Et je pense que chaque nouveau patient est un nouveau cas aussi. Bien sûr. Et donc, de pas tout de suite vouloir se figer et d'ouvrir son cabinet, c'est pas forcément une mauvaise idée de continuer, aller voir un petit peu ce qui se passe. Mais on peut aussi monter son cabinet directement. On peut. Ce qui est bien, Nous c'est que sommes tout est libres. possible. Exactement. De faire ce qu'on a envie. Paul, peut-être que tu peux justement, on parle de cette insertion professionnelle, nous parler un petit peu pour se recentrer sur l'école, de comment l'IOB prépare justement un petit peu ses élèves à s'insérer dans ce milieu et ce marché, j'ose le terme un petit peu marketing, mais finalement ça reste un marché, l'ostéopathie. Non, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce qu'on entend beaucoup dire que ce marché, je reprends ton terme, ce marché commence à être saturé, qu'il y aurait, et vraiment je mets du conditionnel et vous verrez pourquoi, qu'il y aurait trop d'ostéopathes effectivement en France. Alors, je reviens effectivement vis-à-vis de l'IOB. Nous, on a à cœur d'avoir des effectifs réduits pour être plus près d'eux, pour leur donner tous les outils. Ça veut dire que dans la maquette de formation actuelle, nous avons des unités d'enseignement, des UE, des cours, qui justement donnent des outils aux élèves. Ça vaut pour la gestion, ça vaut pour la communication, le droit également. Et puis, à la fin d'année, au mois de mai, ils auront des cours justement, véritablement dites, d'insertion professionnelle. C'est-à-dire qu'ils vont passer devant quelqu'un pour exposer chacun leur projet pro. Et cette personne-là sera en mesure de dire, est-ce que c'est viable, moins viable, et pourquoi? Et d'ajuster avant de se lancer dans le grand bain. Nous, ce qu'on veut, c'est de limiter justement le risque pour eux. Ça, c'est important pour nous, si vous voulez. Il faut qu'on limite la prise de risque. Il faut qu'ils puissent s'installer dans de bonnes conditions. Assistanat, remplacement ou autre, mais peu importe. Ensuite, former finalement à s'insérer sur le marché, pour moi, c'est autre chose. On dépasse le cadre scolaire et on est là aussi, alors peut-être pas forcément dès la première année, mais déjà dès la deuxième année, et si je puis dire ici, on commence à les formater, à les préparer spécifiquement à leur futur métier. Et ça, c'est important. Est-ce que vous allez apprendre finalement des règles standards ici, des protocoles de soins? Absolument pas. Absolument pas ici. Mais c'est pas l'idée. C'est pas l'idée. Si on reste dans la simplicité, et même dans la fragilité, à vous donner uniquement des protocoles à suivre en fonction, on a tout faux. Ce qu'il faut, c'est apporter une réflexion et spécifiquement adapter cette réflexion par rapport au cas devant vous. Est-ce que ça veut dire que je me trompe, moi, aujourd'hui, quand je consulte? La réponse est oui, c'est-à-dire qu'on se trompe tout le temps, on fait des erreurs. Et notre rôle dans l'école, justement, en tant qu'enseignant aussi, et ostéopathe déo, c'est de démontrer à nos élèves que des fois on peut se tromper, de revenir sur ces erreurs et de se remettre en question. Cette double faculté à la fois à s'adapter au patient avec son raisonnement et de se remettre en question, pour moi, sont garants d'une bonne insertion professionnelle. Je vous le dis. Et les patients le voient. Les patients le voient très vite, ça. Je fais une parenthèse par rapport aussi. Au début, donc, on est en 2017 où je crée une patientèle sur Bordeaux. Et je dois effectivement revenir sur Pau. Donc, si vous suivez, où je recrée une patientèle toute neuve en 2019.
Là où on dit qu'il faut généralement 3, 4, des fois pour certains 5 ans pour faire une patientèle, ben, ça dépend. Parce que finalement, sur un espace-temps de 5 ans, j'ai pu créer 2 fois une patientèle. Pour ça, pour vous dire que finalement, avec ces outils, avec cette spécificité du métier, on vous prépare véritablement faire face, quelque part, à l'imprévu, faire face à des patients avec des motifs variés. Tout ça, pour moi, c'est garant, si vous voulez, d'une bonne insertion professionnelle. Alors, on l'a dit à un moment donné, quand on rentre en 3e année, c'est la clinique. C'est la clinique. Et donc, à l'IOB, eh bien, vous avez à disposition justement des salles de consultation. Tu peux nous détailler un petit peu justement le fonctionnement de cette clinique, Paul? Cette clinique, elle est en place au sein même de l'IOB. Ne pensez pas que vous devez effectivement vous déplacer ici. Vous avez au sein de votre école là 7 salles de consultation. 7, ouvertes donc de 8h à 20h. Et ça vous permet de recevoir vos propres patients dès la P3. Donc en 3e, en 4e et en 5e année, graduellement, on va justement vous amener à être autonome et à prendre en charge votre patient. Alors je dis graduellement, et jamais dit que dès la 3e année, on considérait que vous aviez donc toutes les connaissances, c'est vrai ou pas, finalement tous les acquis, toutes les compétences pour prendre, on est tout à l'heure, une patiente avec des troubles gynécologiques, un bébé de 6 jours, ou peut-être une personne avec des troubles, ce qu'on appelle temporomandibulaires, vous savez, tous ces grincements, ces douleurs de la mâchoire, par exemple. En 3e année, c'est un peu trop tôt. Par contre, l'enseignant est là pour vous guider pas à pas, si vous voulez, sur comment prendre en charge. On arrive en 4e année, et là, on va vous demander constamment de justifier pourquoi, effectivement, vous voulez adopter cette manipulation-là, pourquoi celle-ci avant, pourquoi celle-ci après, etc. Toujours sur un fond de connaissances anatomiques et physiologiques. L'ostéopathe prouve ce qu'il dit par ce qu'il fait. Je paraphrase-t-il. Il prouve ce qu'il dit par ce qu'il fait. Sous-entendu, quand vous posez les mains sur votre patient, peu importe la région concernée, vous savez ce qui se trame en dessous. Vous connaissez tous les éléments neurovasculaires. Vous connaissez tout le fonctionnement lymphatique. Vous connaissez finalement chacune des articulations qui se déplacent à ce moment-là. Et donc, en 4e année, on considère que c'est acquis. Pour qu'en 5e année, véritablement, on laisse autonome à 95% le temps de la consultation pour démontrer cette fois-ci à l'enseignant que oui, dans quelques mois, je vais être diplômé et que oui, je suis en mesure d'avoir compris que non seulement je devais réorienter le patient quand nécessaire, que oui, je suis bien en mesure de prendre en charge cette patiente-là aujourd'hui et que je ne suis pas dangereux ou dangereuse pour celui-ci aujourd'hui. Effectivement. Et alors toi, Lisa Marie, tu es donc en 3e année. Oui. Et donc tu viens d'intégrer la clinique. Oui, tu as commencé ça fait 2 mois. Voilà, depuis 2 mois. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ces premiers pas en clinique justement et quel intérêt ça t'apporte dans ta formation? Exactement comme l'expliquait Monsieur Lancelin. Donc nous, on est rentré en clinique les 3e années au mois de décembre. Et donc ça... En 3e année, on ne va pas prendre en charge un patient immédiatement. C'est exactement ce qu'il expliquait tout à l'heure. Si tu peux parler un tout petit peu plus fort pour être sûr que tout le monde t'entende bien. Notre rôle en tant que 3e année au sein de la clinique pédagogique, donc qui se situe dans notre école, c'est dans un premier temps d'aller chercher nos patients, leur expliquer comment va se dérouler la consultation et effectivement leur expliquer que moi, en tant que 3e année, je suis là pour procéder dans un premier temps à l'anamnèse. L'anamnèse, c'est la première phase de la consultation qui considère toutes les questions importantes à poser aux patients. Ça part tout simplement, dans un premier temps, de récolter tous les antécédents de ce patient, tout ce qui a pu se passer dans sa vie, et pas forcément en lien immédiatement avec le motif de consultation du jour. Et c'est là que c'est important de réunir toutes les informations, et non pas simplement... J'ai mal à l'épaule, on va aller voir cette épaule. L'important, c'est vraiment de considérer tous les éléments du corps humain pour qu'ensuite, un 5e année ou un 4e année prenne en charge ce patient de la meilleure des façons. Justement, quel intérêt peut-être ça a d'être en conditions réelles comme ça d'exercice finalement, de pouvoir mettre en pratique tous les acquis que tu as eus les années précédentes? L'intérêt, effectivement, tout simplement mettre en pratique enfin tous les cours théoriques que nous avons pu avoir. Donc, comme l'expliquait Mathilde tout à l'heure, ça passe par la physiologie, les cours de pratique, la sémiologie, et on arrive enfin au stade où tous les éléments que nous avons pu prendre en charge à un moment donné vont venir ensemble travailler sur ce patient. C'est à moi, ensuite, dans la consultation, de rassembler tous les éléments pour ensuite expliquer aux patients de la meilleure des façons comment va se dérouler la consultation.
Donc ça réunit absolument tous les domaines. C'est vrai que cette clinique pédagogique présente un fort intérêt à ce niveau-là de venir centraliser finalement toute l'acquisition des compétences Bien à la sûr. fois théoriques et pratiques que vous aurez eues les premières années. Vous continuez d'avoir évidemment 3e, 4e, 5e année. Mais c'est vrai que la formation en ostéopathie, c'est une formation qui est professionnalisante et évolutive dans le sens où le volume d'enseignement théorique laisse petit à petit de plus en plus de place au volume d'enseignement pratique avec cette mise en place de la clinique. Mais les deux évoluent ensemble et la pratique pour autant débute aussi dès la première année. Ça, c'est important peut-être de le savoir. Et Paul, je vais te laisser peut-être reparler un petit peu de l'organisation générale du cursus et des unités d'enseignement qui sont transmises aux élèves. Bien sûr. Alors, là, je pense que ce n'est pas forcément utile de vous détailler année par année chacune des matières effectivement enseignées. Mais pour autant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de raisonnement sans matière quand même. C'est-à-dire qu'il est dur pour elle de pouvoir raisonner et de commencer à traiter ici, sans pour autant passer par un laps de temps portant sur cette anatomie, cette physiologie en théorie. Vous devez, si vous voulez, prendre du temps pendant les 2 premières années, vraiment d'asseoir vos acquis sur le corps humain. Je vais être très large avec vous effectivement ce soir, mais ça se divise comme ça, mais le corps humain. Il faut que apprendre la morphologie de chacun des organes, de votre rachis, des jambes, des bras, etc. Et ça, si vous voulez, quand vous passez effectivement ce temps à bien asseoir ces acquis, ça vous permet ensuite de poser les mains correctement. Parce que pour traiter une épaule, c'est ce que tu as dit ici, pour traiter une épaule, il faut déjà savoir comment est constituée votre épaule. Pour pouvoir ensuite effectivement poser les mains au bon endroit. Est-ce que vous êtes sur un os, sur un ligament, sur un tendon, sur une artère ou sur un nerf? Rien que ça déjà, ces 5 éléments-là, eh bien la main doit être éduquée. Et c'est pour ça que là où je te rejoins, c'est que l'intérêt pour nous, c'est de faire démarrer cette pratique dès la première année. Dès le mois de septembre, vous posez les mains véritablement entre vous, certes, non pas sur un patient, entre vous, mais le fait de poser les mains, déjà, ça permet de vous familiariser avec ce corps et d'éduquer votre main. À l'instar, là aussi, quand vous apprenez une langue étrangère, la main, ça s'éduque, ça se développe. Et donc, P1, P2, au-delà des cours en théorie, eh bien, vous apprenez cette palpation ostéopathique. En 3e année, les cours, ils continuent et en parallèle, c'est la rentrée en clinique. On l'a dit, je reprends cet exemple par rapport à l'épaule. On sait très bien qu'en 3e année, quand un patient vient, il réalise donc cette anamnèse, l'interrogatoire qui a tout son sens. Vous avez des cours pour véritablement apprendre à mener à bien l'interrogatoire. Un peu comme un enquêteur qui justement va poser des questions pour trouver l'origine du mal-être, de la douleur. Et bien là, pareil, elles vont ensuite poser les bonnes questions. Le risque, c'est qu'en 3e année, quand on vient pour une douleur d'épaule, eh bien qu'on se jette sur l'épaule. Sans prendre en compte finalement cette globalité. En 4 et en 5, ce qu'on appelle le 2e cycle de formation, si vous me suivez, là où la P1, P2, P3 étaient considérées comme le premier cycle, la P4 et la P5, on a moins de cours en théorie finalement, mais plus de cours pratiques, plus de formation pratique clinique, plus de stages aussi externes, plus d'événements aussi en dehors de l'école, avec la réalisation, mine de rien, de 150 consultations à réaliser en 5e année. 150, ça se dit vite aussi comme ça, mais ça leur permet d'avoir une expérience clinique déjà au sein de l'école. C'est sécurisé, c'est encadré par un enseignant, mais le fait d'avoir déjà pris le temps de voir à minima 200 patients pour en valider donc 150, leur permet justement là de se tromper, de faire des erreurs, de se poser les bonnes questions, de se remettre en question. Ça vraiment j'insiste, de la P1 à la 5e année et après, il faut avoir cet état d'esprit. Et puis bien sûr, il y a le mémoire, j'ai une parenthèse aussi, mais pour avoir ce diplôme, Mathilde Lié là, d'ailleurs on était cet après-midi ensemble pour superviser ce mémoire, puisque je la suis d'ailleurs, pour son mémoire. Un temps aussi qui est consacré, puisque vous avez moins de cours finalement, mais plus de temps à consacrer
à l'édition de ce mémoire de fin d'études. Voilà comment se déroule dans les grandes lignes finalement de la P1 à la P5. On reviendra un tout petit peu sur cette Bien question sûr. du diplôme dans un petit instant, Bien mais c'est sûr. vrai que moi je voudrais revenir sur cet aspect pratique, et je crois que Lisa Marie, c'est ce qui t'a beaucoup séduit dans le choix de la formation. On reviendra sur ton parcours tout à l'heure, mais tu as fait PACES avant, et c'est vrai que tu te sentais un peu éloignée du métier. Je vais te laisser la parole là-dessus, et justement sur cet aspect pratique de la formation qui était particulièrement intéressant pour toi. Donc effectivement, initialement, directement après, donc en post-bac, j'ai fait 2 ans de PACES, donc au sein de l'Université de Limoges. Et ce qui m'a marqué, effectivement, j'étais heureuse d'enfin aborder le thème de l'anatomie humaine, ce qui me plaisait. J'ai pu travailler avec des ouvrages tels que le Néther, qui m'ont permis de découvrir vraiment le corps humain, avec des dessins absolument merveilleux. Et ce qui m'a manqué à ce moment-là, c'est ne pas parler déjà avec un être humain de ce fameux organisme. Et ce qui m'a fait extrêmement plaisir en arrivant au sein de l'IOB, c'est de pouvoir découvrir cet organisme avec mes mains, comme l'a expliqué Monsieur Lancelin, de par des premiers cours en première année de palpation. Donc effectivement, entre étudiants, on a pu commencer à découvrir les différentes articulations, les différents systèmes. Parce qu'un ostéopathe, ce n'est pas uniquement le système osseux. On a pu aborder absolument tout l'organisme dans son ensemble, et c'est ça qui m'a plu avec les cours de pratique, et ça a marqué une différence énorme avec cette PACES et enfin le mélange théorique et pratique qui aujourd'hui aboutit à l'entrée en clinique dans un aspect tout à fait serein au final. Finalement, il y a une vraie continuité dans tout ça, et chaque unité d'enseignement vient s'emboîter avec l'autre pour créer aux globalités cette cohésion entre les enseignements. Et avec un équilibre parfait quand on arrive en clinique. Toi, Mathilde, si on revient un petit peu sur les choix peut-être de l'IOB pour te former à l'ostéopathie, qu'est-ce qui t'a séduit, ou maintenant, avec le recul aujourd'hui, pourquoi tu conseillerais l'IOB peut-être? Alors c'est vrai que les effectifs réduits étaient très intéressants, je trouvais, parce que j'ai fait aussi PACES comme Lisa Marie, où on est dans des amphithéâtres, on est un nombre énorme avec un prof qu'on ne voit même pas finalement, donc ça c'est vrai que c'était agréable. D'autant plus avec le Covid maintenant, je crois. Absolument, le distanciel. Donc là c'est vrai qu'on était dans des classes avec le prof qui nous fait cours, on est une vingtaine, donc c'est vrai que c'est agréable de pouvoir poser des questions dès qu'on en a, de bien suivre le cours. C'est vrai qu'il y avait cette école internationale aussi qui était très intéressante, donc pourquoi pas pousser l'international, voir un petit peu ce qui se passait ailleurs, c'est intéressant je trouve. Mais c'est vrai que c'était vraiment les effectifs réduits qui me plaisaient, cette petite école, ça fait comme une famille finalement en fait. Je trouve ça bien, là en plus on le voit, ça fait 5 ans, on va devoir tous se quitter, bon c'est un peu... Donc c'est vrai que c'est vraiment cet ensemble-là qui m'a vraiment donné envie, et en plus forcément du métier, de la formation, qui reste quand même très intéressant dans son ensemble quoi. Tu le dis très justement, je pense que c'est la particularité de l'IOB qu'on peut vraiment mettre en avant aujourd'hui, c'est ça, c'est la taille de l'école, puisqu'on est vraiment une école à taille humaine avec 125 étudiants sur les 5 années confondues, ce qui est parfois la taille d'une promo dans une autre école, donc voilà, ça permet avec des effectifs, des promotions plus restreintes comme ça, d'avoir un réel suivi aussi sur les 5 années. Tu parlais du bilan de mémoire que tu as fait tout à l'heure avec M. Lancelin, individualisé, vraiment le suivi de la formation, et ça je pense que c'est un cadre aussi extrêmement productif pour des études, sachant l'intensité aussi que doit avoir le travail personnel et l'assiduité en classe, effectivement. On parlait tout à l'heure justement de ce fameux mémoire, de ces fameuses 150 consultations, donc qui sont un petit peu les prérequis du diplôme que tu t'apprêtes à décrocher dans quelques mois. Est-ce que tu peux nous dire justement où tu en es par rapport à tout ce travail-là et ce fameux diplôme? Alors, au niveau des consultations, ça y est, j'ai atteint les 150 consultations, donc ça, c'est un stress en moins. C'est un stress en moins. Bon, après, c'est complètement faisable quand on est motivé, qu'on aime ce qu'on fait. C'est vrai que c'est agréable aussi d'avoir ce suivi un petit peu avec les patients au sein de la clinique. Donc ça, c'était la première chose à valider pour ma part. Après, c'est vrai qu'on a du coup le mémoire à faire. Donc chacun choisit sa thématique finalement. C'est vrai que c'est intéressant de travailler sur des sujets, je pense, qui n'ont pas été abordés en ostéopathie, même qui sont, on va dire, peu abordés même en médecine générale. Je pense que c'est intéressant. Notamment, moi, je travaille du coup sur la thyroïde, qui est quand même qui est une glande importante pour le corps, peu connue, mais en même temps, il existe
beaucoup de troubles là-dessus. Donc je trouvais ça intéressant de faire le lien avec l'ostéopathie, comme on voit que beaucoup de femmes notamment qui ont une hypothyroïdie sont par exemple sous lévothyrox, donc directement sous traitement médicamenteux. Je trouvais ça intéressant de voir le lien qu'on pouvait avoir aussi avec l'ostéopathie là-dedans. Donc voilà, on est supervisé par un maître de mémoire, donc moi pour ma part c'est Monsieur Lancelin. On est suivi donc vraiment de A à Z, et c'est ce qui est intéressant aussi. Tout est structuré, on n'a pas peur, et c'est ce qui fait aussi la qualité de l'enseignement, je pense, aujourd'hui, quoi. Tout à fait. Je pense effectivement tu as eu les mots justes là-dessus. Je n'ai rien à ajouter par rapport à ça. On a aussi parlé un petit peu rapidement tout à l'heure des stages externes, au-delà de la clinique pédagogique qui, elle, est vraiment interne à l'établissement. Vous avez aussi des stages. Peut-être que Lisa Marie, tu peux nous reparler un petit peu de ceux que tu as fait. Mais de la première à la deuxième année, on a des stages externes, effectivement, avec un nombre d'heures à réaliser à la fois en interne dans la clinique pédagogique et donc du coup en externe avec un ostéopathe que l'on choisit et qui nous accepte. Ensuite, donc tout simplement sur une consultation donnée, on est là pour observer, ensuite partager le point de vue avec l'ostéopathe en question, ostéopathe déo bien sûr, et ensuite on a un certain nombre d'informations à recueillir pour valider effectivement les 50 heures, il me semble, en première année et 70 en deuxième année. Tout à fait. Et donc encore une fois, ces heures peuvent être effectuées à la fois dans la clinique interne et du coup en stage externe. Et c'est intéressant, comme l'a dit Mathilde tout à l'heure, vis-à-vis du fait que notre profession nous offre l'opportunité de voyager partout en France et même ailleurs. Là, c'est intéressant dès la première et la seconde année de pouvoir se rendre chez un autre ostéopathe pour découvrir sa vision des choses, voir comment il peut nous l'expliquer, ensuite partager ça avec nos professeurs et nos différents camarades. Et au final, tout ça découle vers un mélange d'exercices qui est passionnant aussi quand on met tout ça en commun. C'est toujours plus agréable de pouvoir débattre là-dessus et avec professeurs, étudiants, c'est super. C'est une opportunité géniale, encore une fois. Mais tu m'offres une belle transition puisque tu parles d'ouverture d'esprit, etc. Et je pense qu'un autre moyen d'ouvrir justement un peu sa vision des choses, c'est l'international. On l'a mentionné plusieurs fois au cours de cette présentation. Une des autres spécificités finalement de l'IOB, c'est aussi cette ouverture à l'étranger, à l'international. Justement, Lisa Marie, tu t'apprêtes dans quelques semaines, même pas, à partir à l'étranger. Donc est-ce que tu peux nous dire ce que tu vas faire justement Eh bien, au mois de mars, donc avec une camarade de ma promotion et 2 élèves de P4, donc en 4e année, nous allons partir environ 5 jours au sein de l'Institut du Soma, donc à Milan, pour y être accueillis par des étudiants et des professeurs afin de découvrir leur vision de l'ostéopathie. Et tout ça grâce au programme Océane, dont notre école fait partie. Donc c'est une opportunité, encore une fois, magnifique pour nous d'aller découvrir un autre système que le nôtre, et pourtant toujours avec la volonté d'aider le corps humain et de comprendre l'organisme. Donc c'est, en tant qu'étudiant, non seulement de pouvoir voyager avec l'aide de notre école, et en plus d'aller découvrir dans un autre pays et pas seulement dans une autre ville en France, ce métier, c'est merveilleux aussi. Et j'ai vraiment hâte de partir. Sachant que nous avons toutes les deux déjà eu l'opportunité de partir en Suède l'an dernier, à Göteborg, donc dans l'école qui est à Lingsås, une ville juste à côté. Et c'était encore une fois une très très belle expérience dont tout le monde a pu profiter. Et ce n'est que la continuité des choses. J'espère pouvoir continuer jusqu'en 5e année à voyager de cette manière. Et Paul, justement, tu peux nous expliciter un petit peu ce programme international, ce qu'on propose aux étudiants et les modalités un peu de ce type de départ. Bien sûr. Océane, ce qu'il faut comprendre là aussi dans les grandes lignes, c'est que finalement, il interconnecte les écoles européennes, si vous voulez. D'ostéopathie. D'ostéopathie, bien entendu. Bien entendu. Et donc, si vous voulez, chacune des écoles là en Europe, se permet justement d'envoyer des étudiants sur des échanges scolaires. Ça veut dire qu'on envoie des étudiants à nous allant suivre un séminaire de formation sur la pédiatrie, sur le crânien par exemple, et en retour on reçoit des étudiants aussi pour qu'ils puissent se former parmi nous. On considère que finalement cet échange-là, comme on l'a évoqué, ça veut dire que le jeune ostéopathe évolue avec des ostéopathes plus expérimentés que lui. On considère qu'au sein de la formation, grâce à ces déplacements à l'étranger, les étudiants vont pouvoir aussi bénéficier d'expériences d'autres praticiens de santé. Est-ce que finalement on aborde les mêmes pathologies à Milan qu'à Bordeaux? J'en suis pas sûr.
Et quand elle va revenir, elle va pouvoir certainement mettre en application ce qu'elle a appris durant ce séminaire. Donc c'est un déplacement, il ne faut pas le voir comme Erasmus par exemple, où on se permet de laisser partir des élèves sur 4 voire 6 mois. C'est des courts séminaires avec des objectifs qui sont bien précis, qui rentrent dans le moule, si je puis dire, de la formation en ostéopathie. Et ça permet justement aussi d'ouvrir des horizons. In fine, ce qu'on souhaite bien sûr, si on pousse aussi notre ambition, c'est pourquoi pas de développer leur insertion professionnelle à l'étranger. Voilà. Je finis par ça parce que je pense que c'est faisable. On l'a dit, si on est motivé à réaliser 150 consultations ici, je pense qu'on peut être motivé selon certains projets professionnels, peut-être à développer son réseau européen et pourquoi pas s'installer sur Milan ou je sais pas, à voir. J'ai hâte de le découvrir. Voilà. Ouais, effectivement, les échanges et l'interdisciplinarité, je pense que ça reste les maîtres mots autour de cette formation et de notre présentation, en tout cas dans ce qu'on a envie de vous témoigner ce soir. Alors c'est vrai qu'on a pas mal parlé de notre formation en tant que telle. Travailler, c'est bien, c'est important. Profiter aussi de ces années étudiantes, c'est important. Et c'est que Lisa Marie, tu es aussi membre du bureau des étudiants, qui est assez actif à l'IOB, donc tu peux peut-être nous présenter un petit peu vos activités et voilà, c'est vos actions en tant que bureau des élèves à l'IOB. Donc effectivement, au sein du BDE à l'IOB, nous avons un président, un vice-président, un trésorier et du coup une secrétaire. Moi, au sein d'IOB. Et donc là, depuis le mois d'octobre, on a récupéré le bureau des étudiants et effectivement, on est là pour organiser des événements. Ça va des soirées à des événements bientôt sportifs, je l'espère. Et comme on a pu en discuter avec Monsieur Lancelin. Et tout ça dans le but de réunir les élèves, mais aussi l'administration et les professeurs. Effectivement, un des plus gros projets pour le BDE dans une année, c'est le repas de Noël. Le repas de Noël avec un thème... que l'on fait voter au sein des élèves. Donc cette année, c'est le bal masqué qui l'a emporté et tout le monde a joué le jeu. C'est tout le monde qui se réunit. Donc effectivement, le soir, la veille des vacances de Noël, pour partager un moment de convivialité, bien manger aussi parce que tout est prévu pour ça et passer un bon moment de la soirée ensemble. Et pour nous, le BDE, c'est un plaisir de voir le sourire à la fois sur des têtes étudiantes, mais aussi de l'administration et de nos professeurs qui sont là pour nous toute l'année. Et c'est je pense, un bon moyen pour nous de les remercier pour leur investissement. Passer un moment ensemble, et c'est absolument génial. Et ensuite, le deuxième plus gros projet, là en ce moment, sans compter toutes les soirées qu'on essaye de faire tout au cours d'année, c'est le week-end de désintégration, prévu à la base pour nos P5, qui, comme m'a dit Mathilde, vont nous quitter après 5 années passées dans cette école. Et effectivement... pour nous, non seulement BDE, mais ensuite tous les autres élèves, c'est important pour nous de les remercier pour tout le savoir qu'ils nous ont aussi donné au sein de la clinique pédagogique, au sein des cours, dans les couloirs. Comme elle l'a dit tout à l'heure, Mathilde, l'IOB, au final, ça reste une famille. Et c'est important pour nous de mélanger tout le monde et de ne pas classer en fonction des promotions. Donc effectivement, tous les élèves seront conviés à ce week-end de désintégration et j'espère... on va passer un bon moment ensemble, tout comme le week-end d'intégration. L'administration n'est pas conviée. Ah, vous pouvez venir. Non, si, bien sûr, bien sûr. Non, c'est vrai que je pense que c'est aussi un des intérêts de nos petits effectifs et de cette taille humaine, c'est vous le voyez, la dimension conviviale et même, j'irais jusqu'à dire, de la cohésion qu'il peut y avoir entre les élèves, les enseignants, l'administration, cette fameuse soirée de Noël qui mélange tout le monde et qui est vraiment l'événement phare à chaque fois de l'IOB. Je pense que c'est un joli mot pour amener la presque fin, j'ai envie de dire, de cette présentation, parce que je vais prendre un petit peu plus la parole maintenant pour... peut-être que suite à tous ces éléments-là, vous aurez envie de nous rejoindre, de venir étudier chez nous à l'IOB. Donc dans les grandes lignes, ce qu'il faut retenir en termes de candidature, de recrutement chez nous, que ça ne passe pas par Parcoursup. Alors on est en plein dedans là en ce moment sur la plateforme Parcoursup. Si vous ne trouvez pas l'IOB, c'est normal, c'est parce que notre recrutement se fait en direct avec nous, avec moi-même, puisque je suis responsable du recrutement. Donc les dossiers de candidature se déposent en ligne sur notre site et ensuite on vous reçoit Monsieur Lancelin, entre autres, ou Monsieur Staff, directeur de l'école, et moi-même en entretien pour faire le point sur votre motivation, votre projet pro et votre ambition. Vous l'aurez compris, je pense que ce sont les maîtres mots des profils des élèves qu'on recherche. Pas d'inquiétude si le cursus n'est pas scientifique au préalable, si on n'a pas pris d'option SVT ou si on n'a pas fait PACES, c'est pas grave. Tous les types de profils sont les bienvenus à partir du moment où on a le baccalauréat.
Voilà. Peut-être que pour terminer, on peut juste revenir rapidement sur vos parcours avant d'entrer à l'école, justement, ce qui vous a, on l'a dit, vous avez fait PACES, mais ce qui vous a amené un petit peu à candidater à l'IOB et votre cursus avant. Mathilde, si tu veux commencer. Alors moi, c'est vrai que j'ai toujours voulu faire un métier de la santé. Je pense, comme tous les élèves qui sont en terminale, on est un petit peu, qu'est-ce qu'on veut faire plus tard finalement maintenant. Et c'est vrai, voilà, j'ai fait PACES parce que c'est la fac de médecine. Finalement, on se dit que voilà, on va faire un métier de la santé. On ne pense pas forcément à ce qu'il y a à côté, notamment à l'ostéopathie. C'est vrai que je voulais travailler plutôt sur les enfants, moi, plutôt les nourrissons. Quelque chose que je peux faire grâce à l'ostéopathie, que je pouvais faire avec pédiatrie ou quoi. J'ai commencé donc les études de PACES. J'ai vite remarqué que c'était pas fait pour moi, ce fonctionnement d'apprentissage, puis même finalement l'ambition, en fait finalement ne me plaisait pas après, devenir pédiatre, c'est pas vraiment ce que je voulais. Et c'est vrai que mes parents m'ont dit, tu sais que l'ostéopathie existe aussi et tu peux faire des formations aussi pour se former sur la pédiatrie. Donc, je me suis intéressée un petit peu plus à l'ostéopathie, ce que c'était. Bon, après, voilà, en tant que sportif, on va forcément voir des ostéopathes, mais on pense jamais vraiment voilà, ça en premier dans un métier médical, on va dire. Et en fait, aujourd'hui, on se rend bien compte, notamment en 5e année, qu'on est en plein dedans et que finalement, je suis bien contente d'avoir fait ce choix. Voilà. Super. Et toi, Lisa Marie, du coup, d'où ça t'est venu? Moi, initialement, depuis mon collège, j'ai toujours voulu être sage-femme. Et effectivement, comme l'a dit Mathilde, après mon baccalauréat scientifique, je suis arrivée au sein de cette université de médecine pour une première année de PACES, puis une seconde. Et à partir de là, c'est vrai que j'ai commencé à me dire, non seulement je pense ne pas avoir ce concours, mais en plus, je pense que je ne serais pas heureuse au sein de ce domaine-là. Et j'ai commencé à chercher, et effectivement, mes parents m'ont aidée. Et d'un jour à l'autre, comme ça, je me suis dit, mais l'ostéopathie, parce que l'ostéopathie, effectivement, comme l'a dit Mathilde, peut toucher à tous les domaines et ensuite je peux me spécialiser dans un domaine particulier. Et effectivement, moi, par le biais du métier de sage-femme, et ce n'était pas gynécologue, c'était bien sage-femme, je voulais cette notion d'accompagnement de la femme avant, pendant, après et de toutes les femmes confondues. Et c'est ce qui m'intéressait le plus et j'ai bien réalisé qu'avec le métier d'ostéopathe, ça pouvait parler encore plus concrètement que par le biais du métier de sage-femme. Et à partir de là, effectivement, j'ai postulé uniquement dans cette école. J'ai été reçue par le directeur, donc Monsieur Staff. Et à partir de là, la discussion que j'ai eue avec lui et la présentation qu'il m'a fait du métier d'ostéopathie, parce que c'est vrai que je m'étais très peu renseignée avant, je voulais vraiment, encore une fois, parler avec un humain. C'est ce qui m'avait manqué pendant mes 2 années de PACES. Et j'ai été complètement charmée par la profession. Et ensuite par cette école. Et j'y ai été très bien intégrée à partir de là. Et j'y suis très très heureuse. J'espère pouvoir continuer de mon apprentissage au sein de cette école de la meilleure des façons et enfin être diplômée en 5e année ici. Et je ne regrette absolument pas. Ce sera le cas. Génial, je l'espère. Donc en tout cas, si comme Lisa Marie, il y a quelques années, il y en a parmi vous qui n'osent pas, qui ont cette envie, ce souhait, n'hésitez plus, j'ai envie de dire, déposez votre dossier, sachant que vous l'aurez compris, qui dit effectif réduit dit nombre de places limitées, donc 25 places uniquement en première année, donc c'est vraiment la période où envoyer son dossier, n'attendez pas la fin de l'année, puisque ce sera trop tard, on sera complet à ce moment-là, donc n'hésitez plus. Voilà, écoutez, je vous remercie encore une fois, je vous souhaite une très belle fin de soirée et j'espère à bientôt. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir, merci.